Bonjour Gabriel Attal, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du gouvernement, représentant d'Emmanuel Macron. Tiens, les résultats définitifs sont publiés ce matin d'ailleurs dans le journal officiel, conforme à ce qu'on disait d'ailleurs sur TF1 LCI dès dimanche soir. Marine Le Pen, 23,15%, Emmanuel Macron, 27,8%. Emmanuel Macron, comment donner envie quand on n'incarne plus la nouveauté, mais un quinquennat de crise, de violence, de crispation? D'abord, vous l'avez dit, ça a été un quinquennat de crise. Et pourtant, puisque c'est les résultats officiels qui ont été publiés, il faut indiquer quand même qu'Emmanuel Macron améliore nettement son score par rapport à celui de 2017. Il progresse à la fois en pourcentage, en voix, malgré les crises. Malgré la crise des Gilets jaunes qui venait de très loin, malgré la crise du Covid, la guerre en Ukraine, ce qui est pour moi un message positif. Ensuite, vous avez raison, il faut que cette campagne ne se résume pas à une campagne contre, mais à une campagne pour. Et le projet d'Emmanuel Macron, c'est un projet d'abord pour l'emploi. Parce que la réalité, c'est que le carburant de la politique, c'est quand même l'économie, c'est ce qui nous permet ensuite de financer la protection des Français, nos services publics. Et donc, plus il y a de Français qui travaillent, plus on est en capacité de financer une protection, des investissements pour l'avenir. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. On peut atteindre le plein emploi dans 5 ans si on continue avec la même stratégie. Et c'est ça qui est proposé dans le programme, en permettant à nos entreprises d'être plus compétitives. Et puis c'est pour aussi le climat. Alors on va y venir, parce qu'on ne va pas entrer dans le catalogue tout de suite des mesures, pardon, mais je veux juste insister quelques instants. Est-ce que vous ne craignez pas, parce que vous avez fait 27,8, vous, Emmanuel Macron, maintenant il faut 50,01. Est-ce que vous ne craignez pas le dégagisme? Est-ce que ça n'est pas une menace pour le président sortant? Non mais vous savez, moi je le dis, je pense qu'on fait une campagne pour, encore une fois. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui peuvent se retrouver autour d'un essentiel qui est l'indépendance de notre pays, qui est l'investissement de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est la progression des droits des Français aussi, des droits sociaux notamment, et c'est sur ça qu'on fait campagne. Alors vous faites surtout campagne pour l'instant, c'est ce que les Français ont perçu, c'est important. Évidemment, c'est la réforme des retraites. La question sociale est un enjeu fort pour les deux candidats. Dans quelle mesure Emmanuel Macron est-il prêt sur cette réforme à consulter les Français? C'est lui-même qui a lancé le mot référendum. Il était interrogé sur le sujet, il a dit qu'il n'excluait par principe aucun référendum sur aucune réforme par avance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est, oui, on veut faire une réforme des retraites. La réponse est probablement pas, donc, un référendum. Je reprends les mots du président candidat et je m'inscris pleinement dedans. On veut faire une réforme des retraites d'abord pour une raison simple, c'est qu'on veut permettre à notre système par répartition de continuer à exister. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les actifs qui financent la retraite des retraités. Or, depuis des années, des décennies, il y a de plus en plus de retraités parce qu'on vit plus longtemps et donc il y a de moins en moins d'actifs pour financer leur retraite. Je crois qu'il y a 50 ans, il y avait 4 actifs qui finançaient une retraite. Il y a 20 ans, il n'y avait plus que 2 actifs qui finançaient une retraite. Et puis, dans quelques années, on sera, je crois, à 1,5 actifs pour financer une retraite. Ça paraît très technique ce que je dis, mais derrière, il y a la pérennité de notre modèle. Et donc, à partir de là, vous avez 3 choix qui sont possibles, si vous voulez équilibrer les choses. Le premier choix, c'est de baisser les pensions. Et ça, nous, on s'y refuse. On veut même les augmenter. Si Emmanuel Macron est réélu, elles augmenteront de 4%. C'est l'inflation actuelle à l'été. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'augmenter les impôts sur ceux qui travaillent pour financer davantage les pensions. On ne veut pas augmenter les impôts, on veut continuer à les baisser. Il assume de dire, Emmanuel Macron, il faut travailler plus. Et donc, il faut travailler globalement un peu plus, pas tout le monde de la même manière, parce qu'il faut que ça tienne compte des carrières. Il a dit qu'il ferait cette réforme, c'était hier soir sur TF1. Emmanuel Macron était l'invité à 20h. En concertant et en négociant. Oui. Soyons clairs, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Puisqu'il dit lui-même, on va bouger à partir de 2023 de 4 mois par an pour arriver à 64 ans en 2027. Je le dis, c'est ce qu'il dit. Oui. Mais il n'y a rien à négocier. Si, vous savez, il y a notamment à négocier, à travailler la manière dont on va tenir compte des carrières longues et des métiers pénibles. Parce que la réalité, c'est que contrairement à ce qui a pu être dit, et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, cette réforme, ce n'est pas la seule réforme qu'on propose, loin de là, et les 65 ans, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de maintenir notre système et de faire progresser les droits, avec une retraite minimale à 1 100 € pour ceux qui ont une carrière complète, avec la revalorisation, l'augmentation des retraites. Mais on a dit évidemment qu'on tiendrait compte de la pénibilité de certains métiers, et du fait qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler très tôt. Et vous ces gens-là allez remettre des critères que vous aviez enlevés, puisqu'ils ont été assouplis, rappelez-vous, en 2007 et 2018 par Emmanuel Macron à la demande du patronat. Donc vous allez remettre ces critères. Pourquoi est-ce qu'ils ont été assouplis à l'époque? Parce que c'est des critères qui étaient très rigides et qui n'étaient pas individualisés. Et quelque part, il y avait, c'était le constat qui a été fait à l'époque, le risque de revenir vers des nouveaux régimes spéciaux.
Donc il faut, et c'est justement un objet de travail avec les organisations syndicales, avec les partenaires sociaux, trouver les moyens de mieux individualiser la pénibilité, c'est-à-dire mieux tenir compte des carrières de chacun, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a été usé par son travail physiquement pendant sa carrière, il doit pouvoir partir bien avant 65 ans. Donc ce qui est à négocier, mais on va aussi finalement... travailler, Elisabeth Martichoux, sur les carrières, sur les reconversions, parce qu'on peut avoir un métier pénible physiquement à un moment de sa vie, on peut aussi se faire accompagner pour avoir un métier moins pénible à un autre moment, et donc c'est tout un travail aussi sur la carrière sur lequel on veut avancer. Donc tout ça, c'est à négocier. C'est même une négociation, c'est pas seulement une concertation. Mais le cadre général, il reste Emmanuel Macron ne renoncera pas à son projet de recul de l'âge légal de la retraite. Mais parce que c'est un projet qui permet de sauver notre Contrairement à ce système, qu'aimerait la gauche, d'augmenter les gauche. retraites et de permettre une retraite minimale à 1 100 €, comme on l'a fait pour nos agriculteurs. Vous vous souvenez ce scandale des retraites des agriculteurs qui avaient travaillé toute leur vie et qui touchaient une retraite de 500, 600 €. Eh ben, il y a une proposition à l'Assemblée qui est arrivée d'ailleurs des communistes, ce qui montre bien qu'on est très ouvert, des communistes qui ont proposé de dire, pour des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie, on fait une retraite minimale à 1 000 €. Et on le fait même pour leurs conjoints. Et on a retenu cette proposition, on l'a adoptée. On va faire pareil à 1 100 € pour tous les Voilà pour le Parti travailleurs. communiste. Pouvoir d'achat, le président est sans cesse interpellé sur le terrain par les Français. Marine Le Pen explique que le mur de l'inflation va gonfler à cause d'Emmanuel Macron. Et elle propose un 0% de TVA sur un panier d'une centaine de produits de première nécessité. 0%, ça parle aux Français. Je vais y venir. D'abord, elle dit effectivement qu'il y aurait un mur de l'inflation qui arriverait dans quelques semaines ou quelques mois. Mais je ne sais pas dans quel monde elle vit. L'inflation, elle est déjà là. Elle est là dans le monde entier. Précisément parce qu'elle avait commencé avec la reprise économique avant la guerre en Ukraine. Elle s'est accentuée du fait de la guerre en Ukraine. Et la France est un des pays où l'inflation est la moins élevée. Précisément parce qu'on a pris des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français, avec le bouclier sur les prix de l'énergie, qui fait qu'on a bloqué les prix du gaz, on a bloqué les prix de l'électricité, là où ils ont explosé autour de nous. Ils sont bloqués depuis le mois de novembre dernier. Je vous donne un chiffre qui est assez parlant, je trouve, pour tous ceux qui nous regardent. Si on n'avait pas pris cette mesure sur le blocage des prix de l'électricité, les gens qui nous regardent auraient reçu en moyenne une augmentation de leur facture d'électricité de 300 à 400 € au mois de février dernier. C'est une augmentation qui n'a pas eu lieu, donc ça se voit moins que de l'argent qui vous est versé. Oui, et puis c'est perçu comme un dû, vous savez très bien. Mais non, mais c'est malheureusement, non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc on a agi avec le blocage, on agit avec l'indemnité inflation. Ça parle aux Français. Mais ça parle aux Français. Ensuite, il faut regarder les détails. Ouais. D'abord, il y a des conditions terriblement techniques qui, en fait, ne rendent pas tout à fait sûr que ça serait mis en place. En gros, elle dit le 0% se mettrait en place si on a une inflation qui est un point supérieur à la croissance. Donc déjà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, première chose. Deuxième chose, je voyais qu'il y a un cabinet indépendant qui s'appelle, je crois, le cabinet Asterès, hier, qui a remis une étude et qui estimait le gain de pouvoir d'achat pour les Français de cette mesure, qui est quand même très coûteuse pour les finances publiques, mais un gain de pouvoir d'achat moyen pour les Français de 13 € par an. Précisément parce qu'on a vu par le passé... qui était à votre place hier disait il faut vraiment être déconnecté des difficultés des Français pour considérer que quelques centimes d'économie, ça n'est pas important. Non, mais toutes les économies sont importantes. Mais je veux dire, à un moment, quand vous utilisez l'argent public, et je pense que c'est ce que les Français attendent... Le ratio entre le coût et non, l'intérêt... mais il faut se dire que c'est utile et que c'est efficace pour ceux qui reçoivent l'aide et pour l'engagement de cet argent public. 13 € par an, c'est un cabinet indépendant. Pourquoi ? Parce qu'on sait notamment que des baisses de TVA, on a pu le voir par le passé, on a plusieurs exemples dans l'histoire de notre pays. Quand vous faites une baisse de TVA sur un secteur, elle ne se répercute pas toujours, voire pas du tout, sur la facture des Français à la fin. On a quand même quelques exemples, je pense, qui nous parlent. Donc c'est une mesure que vous caractérisez comment, cette promesse de 0%? C'est une mesure qui serait injuste et inefficace, en plus d'être très coûteuse. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut permettre aux Français, et notamment à ceux qui travaillent dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts, d'être protégés dans leur pouvoir d'achat. Ça passe par augmenter leur rémunération. Ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec la prime d'activité, les baisses de charges et tout ce qu'on veut continuer à faire pour la rémunération de ceux qui travaillent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est avoir des aides qui sont ciblées précisément pour accompagner ceux qui sont les plus impactés par l'inflation, par la hausse des prix de l'énergie, du carburant, pour les accompagner. Aussi pour aider ceux qui travaillent. Parce que quand elle parle de sa baisse de TVA, Marine Le Pen, elle parle aussi d'une baisse de TVA à 5,5 sur les prix de l'énergie, qui là aussi... ça serait beaucoup d'argent pour moins d'efficacité sur les Français. Ça serait 2 à 3 fois moins de pouvoir d'achat que ce que nous on fait aujourd'hui. Ça n'aiderait pas les professionnels sur le carburant, par exemple. Vous savez, les professionnels, ils ne payent pas la TVA sur le carburant. Macron, donc nous, notre ristourne de 18 centimes, ça les aide. Elle ment ? Ah oui, elle ment. Elle fait croire aux Français d'abord qu'on pourrait faire plaisir à tout le monde
faire des aides pour tout le monde, baisser les impôts pour tout le monde, supprimer des taxes pour tout le monde, permettre aux Français de travailler moins longtemps tout en ayant une meilleure retraite, ça n'existe pas. Les Français, ils savent très bien qu'à la fin, il y a quelqu'un qui paye. Et donc, la réalité... Les Français qu'Emmanuel Macron rencontre, ils se plaignent beaucoup de. Mais bien sûr, de c'est pour façon... ça qu'on continue à agir et qu'on veut continuer à agir efficacement. Il va continuer d'ailleurs. Il est au Havre aujourd'hui chez Édouard Philippe. Il était donc, on l'a vu dans l'Est et dans le Nord. Il se met non plus, même plus à portée de baffe, comme disait l'autre, mais à portée d'insultes. Il se fait insulter. Au bout d'un moment, est-ce que ça peut pas être un peu contre-productif, ce face-à-face violent? Moi, vous savez, je crois que c'est intéressant parce que on a vu dès le lendemain du premier tour quelles étaient les priorités de chacun des candidats. Emmanuel Macron, effectivement, il s'est déplacé dans des villes où le Rassemblement national avait fait l'un de ses meilleurs scores. Il a été à Carvin, il a été à Denain, où le Rassemblement national a fait, je crois, plus de 40%. Marine Le Pen, elle a décidé, elle a d'ailleurs improvisé en catastrophe un déplacement parce qu'elle a vu qu'Emmanuel Macron se déplaçait, d'aller dans un des départements où elle a fait son meilleur score, dans Lyon, chez un agriculteur ami, avec un bus de militants. C'est vrai qu'il y a Emmanuel Macron qui va au contact des Français, qui va convaincre dans des endroits où il n'a pas convaincu au premier tour, puis Marine Le Pen qui fait une campagne en chaussons, entre des salons d'hôtel pour faire des conférences de presse, et puis un ou deux déplacements dans des endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Voilà, moi je pense que la politique, c'est aussi aller se confronter à ceux qui ne sont pas d'accord avec justement, vous. Pour leur mardi, Emmanuel Macron a félicité une femme voilée qui dit être féministe. Ma question, c'est que pense Emmanuel Macron exactement du voile? Parce qu'il a eu des positions un peu contradictoires. Est-ce que c'est une forme d'inégalité entre hommes et femmes? C'est ce qu'il avait dit il y a quelques années. Ou est-ce que c'est un sujet de félicitation quand on le porte? D'abord, moi, je ne m'exprime pas sur la pensée d'Emmanuel Macron, il le fait lui-même, et je crois qu'il a été cohérent sur ce sujet-là. Non, mais vous êtes un peu le porte-parole de sa pensée quand même, porte-parole du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement et je suis soutien du candidat. Mais les choses sont très claires. Contrairement à Madame Le Pen, nous ne voulons pas interdire le voile en France, parce que c'est ça sa proposition. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir parlé beaucoup avec des policiers pour considérer que leur priorité, ça serait d'aller traquer, pourchasser les femmes qui portent le voile dans la rue pour leur arracher. Les policiers, ils sont plus utiles pour aller combattre les dealers, les voyous, et c'est ça qu'ils attendent, et qu'on continue à leur donner des moyens. Elle veut l'interdire au nom de la lutte contre l'islamisme. Oui, elle confond islam et islamisme. Elle s'en prend à l'islam sans s'en prendre à l'islamisme. Qui s'en est pris à l'islamisme depuis le début de ce quinquennat? C'est nous. Quand on a mis en place une loi pour fermer les... Non, mais je réponds juste à cette question sur l'islamisme. Quand on a mis en place une loi pour fermer les mosquées radicalisées, on en a fermé, je crois, près d'une trentaine depuis le début du quinquennat. Elle a voté contre. Quand on a proposé une loi pour mieux encadrer les écoles hors contrat, où on sait qu'il y a du séparatisme qui se crée, de l'islamisme qui se crée auprès des enfants, elle ne l'a pas voté. Donc la réalité, c'est que quand on propose des solutions, elle ne les accompagne pas parce qu'elle capitalise aussi sur les problèmes. Bon, est-ce que c'est pas préoccupant de voir de plus en plus de femmes porter le voile en France? Mais moi, dès lors qu'une femme décide de son libre arbitre de porter le voile, que ça ne lui est pas imposé, soit directement, soit indirectement, par une forme de pression, parce qu'elle vit dans un quartier, parce qu'elle vit... on peut agir en tout cas pour créer les conditions pour que les femmes puissent choisir. C'est ce qu'on fait. Comment? C'est ce qu'on fait avec notre action dans les quartiers où il y a du séparatisme, où a progressé l'islamisme, où vous avez une pression sur les femmes. On a fermé, je vous donne un chiffre, Elisabeth Martichoux, on a fermé près de 1000 lieux, c'est-à-dire des associations, c'est-à-dire des débits de boissons, des bars à chicha. Chercher le mal à la racine, là où s'implante l'islamisme, et qu'on protège parce que les femmes. La réalité, c'est que la République a reculé dans certains quartiers depuis des décennies. Encore un mot, parce que c'est important, c'est un sujet... important, le voile, parce qu'il dit à la jeune femme Emmanuel Macron que le fait qu'elle porte le voile volontairement, je cite, est la meilleure réponse à toutes les bêtises que je peux entendre. Les bêtises de qui? Les bêtises de ceux qui ressentent un malaise à voir superposer féminisme et voile. Non, c'est ça les bêtises? Non, il faisait référence, et il l'a dit après, justement, au propos de Madame Le Pen, qui dit qu'elle veut interdire le voile en France. Encore une fois, il n'y a pas une démocratie au monde où le voile est interdit, ou un signe religieux est interdit. Ensuite, encore une fois, c'est pas la priorité de nos policiers que d'aller pourchasser les femmes voilées pour leur faire enlever leur voile. Ils ont quand même d'autres actions qui sont nécessaires pour la sécurité des Français. Et puis, enfin, quand une femme décide, encore une fois, sans pression, sans contrainte, de porter le voile, elle doit pouvoir porter le voile. En fait, la République donne la liberté de porter le voile ou de le critiquer. C'est le sens de la laïcité. Et vous dites l'interdire, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'était quand même un clin d'œil appuyé à la position de la France insoumise sur cette question? Je ne crois pas. Il était en déplacement. Il y a une femme qui est venue à sa rencontre, qui l'a interpellé, qui l'a questionné, et il a eu un échange avec elle. Encore une fois, vous savez, nous, on parle avec tout le monde. Voilà, c'est ça la République. Et puis c'est ça, je crois,
le rôle d'un président de la République, c'est de rassembler, ça n'est pas d'exclure. Alors évidemment, il faut une action absolument résolue pour lutter, comme vous le disiez, contre le mal à la racine, pour faire revenir la République dans des quartiers où elle a reculé depuis des décennies. Mais être président de la République, c'est rassembler les Français. Alors, précisément, qu'est-ce que vous dites aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui disent d'Emmanuel Macron, je n'ai pas envie de lui redonner une chance? Écoutez, encore une fois, on parle à tout le monde. Il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon pour envoyer un message, un signal autour d'un certain nombre de grands enjeux, notamment pour ce qui est des jeunes que je fréquente un peu plus, notamment du fait de mes anciennes fonctions de secrétaire d'État à la jeunesse, pour envoyer un message sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et pour envoyer un message sur la question du progrès des droits sociaux, de la lutte contre les discriminations. Et sur ce sujet-là, ces sujets-là, évidemment qu'on peut se retrouver, en tout cas sur l'essentiel, je crois. Parce que la réalité, c'est que le programme de Marine Le Pen, il va totalement à rebours de ces sujets. Elle veut arrêter de lutter contre le réchauffement climatique. La seule proposition dans son programme qui parle à peu près d'écologie, c'est d'arrêter les éoliennes et même de déterrer les éoliennes qui sont plantées aujourd'hui. Vous avez entendu les jeunes. C'est important que vous en parliez parce qu'effectivement, il y a comme cassure entre la jeunesse et Emmanuel Macron. Alors, il y a une partie de jeunes qui bloquent, par exemple, l'université de la Sorbonne, prestigieuse ça, université il y a toujours eu des jeunes française, engagés, pour le dire comme ça, militants. Oui, mais qui disent ni Macron ni Le Pen, nous, on ne veut pas de ce choix binaire. Je vais vous dire, Elisabeth Martichoux, les jeunes, ils veulent qu'on lutte contre le réchauffement climatique. On a fait baisser, dans le quinquennat qui vient de s'écouler, les émissions de CO2 de 12%, c'est 2 fois plus que le quinquennat précédent. Pas de quoi respecter les accords de Paris. On peut considérer que c'est pas assez, qu'il faut aller plus loin. On le dit aussi, on veut aller plus loin. De l'autre côté, vous avez Marine Le Pen, qui veut totalement abandonner nos engagements climatiques, qui propose même d'arrêter les énergies renouvelables, de déterrer les éoliennes dans notre pays, ce qui veut dire qu'on va utiliser plus d'énergie fossile, plus de charbon. Donc voilà, les jeunes, ils veulent continuer à faire progresser les droits des minorités, les droits des LGBT. On a fait la PMA pour toutes, on veut continuer à les défendre. Marine Le Pen s'était opposée à la PMA pour toutes, elle a toujours eu des engagements à rebours de ce travail-là. On veut continuer à faire progresser les droits sociaux. Il y a une mesure que je trouve extrêmement forte dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est le versement des aides sociales à la source, qui répond pour moi à 2 scandales. Le premier scandale, c'est tous les Français, puisqu'il y en a beaucoup, qui auraient droit de bénéficier d'aides sociales et qui ne les demandent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas qu'ils y auraient droit, parce que souvent, ils travaillent. C'est compliqué ça, mais on vous mettez combien de temps? Parce qu'il est intéressant ce c'est un gros chantier. C'est un gros chantier. Effectivement, un versement universel qui permettrait de traquer tous ceux qui ne demandent pas les aides et qui en ont besoin. Et en même temps, de lutter contre la fraude. Je le dis aussi parce que ça permet aussi de lutter contre des gens qui reçoivent des aides de manière indue. Je voudrais vous parler de cette initiative d'une présidente d'université à Nantes. Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. C'est ce qu'elle a écrit dans un mail aux étudiants et enseignants de son université de Nantes. Ça crée un tollé. Est-ce qu'elle viole la neutralité du service public en écrivant, en appelant ses étudiants et ses enseignants à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen? J'ai pas vu ce mail, donc je vous avoue que c'est compliqué pour moi de le commenter. J'ai vu que la conférence des présidents d'université, qui s'appelle je crois maintenant France Université, avait pris position officiellement, donc les présidents d'université, leur on va dire association, avaient pris position officiellement pour faire barrage à Marine Le Pen. Sur le cas d'espèce, je vous avoue que je ne sais pas. Marine Le Pen disait en conférence de presse il y a quelques jours, lundi je crois, qu'aucun sujet n'était tabou. Que le peuple pouvait être consulté sur tout par définition, puisque c'est le peuple, y compris sur la peine de mort. Qu'en pensez-vous? C'est une position assez classique de l'extrême droite française. Et on voit que sur un certain nombre de sujets, Marine Le Pen est tenue à la fois par cette position classique d'extrême droite, probablement les cadres qui l'entourent dans son parti, et en même temps, elle a une volonté, on a beaucoup dit, de se dédiaboliser, donc d'avancer masquée. C'est vrai sur la peine de mort, c'est vrai sur la sortie de l'Union européenne. Donc sur tous ces sujets-là, elle ne dit plus « je veux y aller », elle dit « je veux permettre aux Français d'y aller par référendum ». Donc voilà, mais on voit, là, c'est aussi un nouvel exemple, que l'extrême droite, finalement, n'a pas tant changé que ça, et que peut-être qu'elle avance masquée sur certains sujets. Vous pensez que sur ce sujet de la peine de mort, elle avance masquée? Je pense que c'est pas très clair, ça l'était pas ces dernières années. Non, alors que... Je me souviens, je crois que c'est sa 3e candidature à la présidentielle. Il me semble qu'il y a plusieurs candidatures à la présidentielle. Elle proposait de la rétablir par référendum. Oui, elle a dit que personnellement, elle était contre elle. Voilà. Et puis ensuite, c'est une position qui a évolué. Je pense qu'il y a autour d'elle des personnes qui seraient probablement en responsabilité si elle était élue présidente. Il y a des personnes autour d'elle dans son parti, parce que c'est une position classique
traditionnelle de son parti d'extrême droite qui pousse en faveur de ça. Et j'imagine que c'est une forme de compromis qu'elle a trouvé avec eux que de dire qu'elle proposerait aux Français de le faire par référendum. Laurie Madil, dans l'oreillette, me dit qu'elle a reposé d'ailleurs, elle a redit qu'elle était prête à consulter les Français sur ce sujet par référendum. Oui, j'ai vu ces déclarations. Si besoin était. Un mot de l'Ukraine, parce que pendant la campagne, la guerre continue, les actes monstrueux des Russes continuent. Mariupol, notamment, est soumis à un traitement inqualifiable. Justement, la guerre, ce sont aussi des mots. Le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide en Ukraine est très blessant. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien. Ça se tend entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien? Non, je suis très prudent parce que j'ai vu les déclarations du président Zelensky qui lui-même disait avant de répondre qu'il n'avait pas vu les déclarations du président et donc qu'il se fondait sur les déclarations qui étaient rapportées par un journaliste et je n'ai pas entendu ce qui avait été dit. Parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de génocide en Ukraine. Ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait que cela soit... Il n'a pas voulu reprendre le mot, pardon. Oui, mais il a parlé de crime de guerre, mais pas de génocide. Il a dit qu'il fallait, pour parler de génocide, que ce soit établi juridiquement par des juridictions internationales. C'est la même ligne et c'est les mêmes déclarations que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a dit exactement la même chose. Maintenant, on a toujours dénoncé ce qui se passait en Ukraine. On a toujours été aux côtés des Ukrainiens pour les accompagner. Ces dernières semaines, on a livré 100 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Le président de la République parle quasiment toutes les semaines au téléphone avec le président Zelensky, plusieurs fois par semaine. Le dialogue continue. Mais bien sûr, et je crois que dans les prochaines heures ou les prochains jours, ils se parleront. Je ne sais pas exactement si c'est fixé aujourd'hui, mais très prochainement, ils vont se reparler parce qu'ils se parlent en continu. Et vous savez, moi j'ai vu que le président Zelensky s'était adressé au Parlement, différents parlements de beaucoup de pays dans le monde par visioconférence ces dernières semaines. Oui, on l'a vu en France. Y compris. Oui, et on l'a vu dans beaucoup de pays. Il s'adressait au Parlement pour interpeller les gouvernements, pour critiquer les gouvernements qui n'en faisaient pas assez. Quand il s'est adressé au Parlement français, au Sénat, à l'Assemblée nationale, il a remercié Emmanuel Macron pour son action résolue aux côtés de l'Ukraine depuis le début de ce conflit. Le procès en inefficacité d'Emmanuel Macron sur ce dossier, vous le récusez? Emmanuel Macron, au contraire, il a montré qu'il était capable d'emmener avec lui l'Union européenne, les alliés, pour avoir des sanctions historiques. Maintenant, évidemment... La guerre continue et les exactions... Oui, Elisabeth Martichoux, je le constate aussi, je le déplore autant que vous. Et évidemment, il faut s'attendre à d'autres atrocités dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Parce que, on le sait, la Russie semble concentrer ses opérations sur le Donbass. Regarder qu'impuissant ce qui se passe. Je crois que nos sanctions sont puissantes. Je crois qu'on peut les rendre encore plus puissantes. Il va y avoir des discussions dans les prochains jours pour aller peut-être vers un nouveau train de sanctions encore plus puissant. Je crois qu'on est puissant aussi pour soutenir les Ukrainiens militairement. Je vous le disais à l'instant, 100 millions d'euros d'équipement militaire. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment, Vladimir Poutine, tout ça lui coûte tellement cher qu'il soit obligé de revoir ses calculs et ses plans. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Mais on sait que c'est un objectif qui peut être atteint. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à se mobiliser. Merci, Gabriel Attal, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée. Merci beaucoup. À vous.